Situé au cœur de l'Europe occidentale, le beau pays de la Suisse est à juste titre l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, offrant une hospitalité chaleureuse et des paysages merveilleux. Les vacanciers y sont attirés pendant toute l'année en raison de ses vues spectaculaires, cités historiques, logements confortables et reluisants de propreté, excellentes installations sportives et nombreuses attractions familiales. Le pays est composé aux 2/3 de montagnes faisant partie du massif des Alpes qui s'étend du sud de la France à l'est de l'Autriche. Ces cimes élevées, qui restent enneigées en plein été, forment un horizon majestueux, visible d'un bout à l'autre du pays. En plus basse altitude, les collines du Jura séparent la Suisse de la France avec leurs vallées onduleuses nichées entre deux versants boisés. Une grande partie de la population habite autour des lacs et rivières situés dans les basses terres s'étendant du lac Léman dans le sud-ouest au Bodensee dans le nord-est. C'est là que les premiers colons européens se sont établis pendant les âges de bronze et de fer. Plus tard, les Romains conquirent le pays et bâtirent à des emplacements clés des villages dont les vestiges sont disséminés dans tout le pays. L'amphithéâtre bien conservé d'Avenches, ancien chef-lieu de province, sert toujours pour des représentations publiques, tandis que des mosaïques complexes témoignent d'une résidence luxueuse qui devrait faire l'envie des voisins. Après la chute de Rome, le pays devint progressivement le domaine de riches monastères et seigneurs féodaux qui avaient eux-mêmes fait allégeance à des potentats étrangers. La Confédération helvétique naquit au centre du pays, autour du lac de Lucerne, lorsque les représentants des cantons d'Uri, Schwyz et Obwalden conclurent un pacte d'assistance en 1291. C'est dans cette région qu'ont eu lieu les exploits du légendaire Guillaume Tell, luttant pour se libérer du joug des suzerains autrichiens. Il serait né dans le village de Bürglen, où lui est consacré un musée, tandis qu'une statue à son effigie commémore dans le village voisin d'Aldorf l'histoire du célèbre tir d'une flèche dans une pomme située sur la tête de son fils. Le lac de Lucerne est également mentionné dans ses aventures et une chapelle dressée au bord de l'eau marque le site où ce héros helvétique aurait faussé compagnie à ses ravisseurs lors d'une grosse tempête. Aujourd'hui, il prête son nom à un voyage spécial reliant Lucerne à Milan en Italie. Le William Tell Express commence par une excursion en bateau sur toute la longueur du lac, suivie d'un voyage en train sur la ligne du Gotthard qui traverse des paysages parmi les plus impressionnants d'Europe. Le lac de Lucerne, aussi appelé Vierwaldstätter See, ou lac des 4 cantons, est l'un des plus grands lacs naturels de ce pays qui en compte 1500 et comme beaucoup d'autres a été formé à la période glaciaire. Bizarrement, cette région n'a jamais été très populaire auprès des visiteurs étrangers et la reine Victoria est l'une des rares têtes couronnées d'Europe à y avoir séjourné. Les promenades sur ces eaux sont fortement conseillées pour admirer cette merveilleuse région et une flotte de 20 bateaux de voyageurs fournit des services réguliers. Le lac s'enorgueillit d'avoir 5 bateaux à vapeur à aube, un nombre inégalé au monde. Ici, le premier navire à vapeur fut mis en service en 1837. Et bien que de construction ultérieure, ces gracieux bâtiments merveilleusement bien conservés payent tribut à une ère disparue. Une croisière tranquille est une façon charmante de découvrir ce large lac et ses rives. Comme le lac possède de nombreuses baies taillées dans les versants environnants, vous découvrez continuellement de nouvelles perspectives étonnantes après chaque promontoire. Des villages pittoresques sont disséminés le long des rives et les bateaux font halte dans la plupart d'entre eux pour laisser les touristes prendre des rafraîchissements dans un très beau cadre. Le port d'attache des bateaux est Lucerne, qui s'est développé à l'endroit où la Reuss retrouve son lit. Habité depuis le 8e siècle au moins, ce site s'agrandit et prit de l'importance au Moyen-Âge avant de s'allier à la Confédération suisse en 1332. L'un des monuments les plus célèbres est le Kapellbrücke, vieux pont en bois de 170 mètres construit au début du XIVe siècle. Sévèrement endommagé, en 1993, il a été restauré avec rapidité et doigté. Ces peintures décrivant l'histoire suisse sont des copies de tableaux du XVIIe siècle.
Les rues de l'ancienne ville étant principalement réservées aux piétons, vous pouvez y flâner tranquillement et admirer les maisons peintes et les bâtiments historiques de grand charme. L'impressionnant monument du lion, sculpté directement dans un rocher de grès en 1821, rappelle l'héroïsme des gardes suisses qui sacrifièrent leur vie pour défendre le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette pendant la Révolution française. Situé dans la banlieue de Lucerne, le fascinant musée suisse des transports et communications est accessible par transport public ou bateau. Sa merveilleuse collection, la plus vaste d'Europe, inclut des trains, voitures, avions et bateaux. Les expositions sont continuellement mises à jour et agrandies et le centre abrite un cinéma IMAX ainsi qu'un planétarium. Pour une vue d'ensemble de la région, vous devrez gravir l'un des monts environnants. Pour éviter toute fatigue, empruntez l'un des funiculaires ou trains à crémaillère faisant l'ascension. L'un d'entre eux, le Pilatus, est le chemin de fer à crémaillère le plus escarpé au monde avec une rampe de 50% à certains endroits. Inauguré en 1889, il n'a jamais perdu de sa popularité auprès des visiteurs. Les vues des fenêtres sont magnifiques alors que le train monte lentement le long du versant en serpentant doucement. Le sommet offre un panorama époustouflant. 1500 mètres plus bas se trouve le lac de Lucerne où l'on aperçoit à l'œil nu les diverses baies de sa partie occidentale. Les visiteurs à la vue perçante pourront discerner un alpiniste intrépide s'attaquant à une paroi montagneuse en aval. Ce petit montagnard aux pieds sûrs n'a pas besoin, lui, d'une paire de chaussures spéciales. Les bouquetins vivent dans de nombreuses régions des Alpes suisses. Il est difficile de les entrevoir car ils sont timides et se camouflent bien dans leur milieu naturel. Les cornes impressionnantes des mâles adultes peuvent mesurer plus d'1 mètre. Les bouquetins moins aventureux vivent dans un parc animal fascinant à Goldau, de l'autre côté du massif du Rigi. Bien qu'enfermées dans un enclos spécial, de nombreuses espèces du parc sont heureuses de se mêler au public, leur confiance et attitude amicale tenant de la douceur avec laquelle elles ont été maniées pendant de nombreuses années. C'est un autre animal, l'ours, qui a donné son nom au canton de Berne, dont la ville principale est non seulement le chef-lieu administratif de la région, mais également la capitale de la Suisse. Selon la légende, l'ours fut le premier animal sauvage capturé à l'intérieur d'un méandre boisé de l'Aar, où le duc de Zähringen fit creuser les fondations de la ville au XIIe siècle. Aujourd'hui, le vieux Berne est un endroit plein de vie, surtout le samedi au moment de son marché hebdomadaire, et les animateurs de rue savent toujours captiver l'imagination du public. Les éventaires sont installés jusqu'aux portes du palais fédéral suisse, un joli monument érigé en plusieurs étapes entre 1851 et 1902. Les célèbres arcades en grès remontent pour la plupart au XVe siècle, ayant été construites après l'incendie de 1405 qui détruisit près de 600 maisons en bois. La ville s'est agrandie par étapes avec diverses portes et fortifications incorporées dans les rues, la plus photographiée étant la tour de l'horloge. Les tramways ne circulent plus sous l'arche de cette tour afin de permettre aux touristes de contempler en toute sécurité les personnages peints qui défilent lorsque l'horloge mécanique sonne les heures. Remontant à 1530, elle donnait auparavant l'heure suisse officielle pour tout le pays. Les rues pavées contiennent 11 fontaines datant de la moitié du XVIe siècle dont les personnages et piliers colorés embellissent la ville. Berne n'est pas seulement la capitale administrative de la Suisse, mais aussi du canton qui porte son nom. Le canton de Berne, deuxième de par sa superficie, a rejoint la Confédération suisse en 1353. Cette région englobe des paysages très divers, des cimes élevées de l'Oberland bernois aux plaines fertiles du Mittelland. L'agriculture joue un rôle important dans l'économie locale. De nombreuses cultures y prospèrent tandis que des prairies verdoyantes fournissent d'excellents pâturages pour les vaches qui peuvent vivre au grand air pendant presque toute l'année. 2 fois par jour, les fermiers apportent leur lait à la fromagerie locale qui produit de délicieux tomes d'Emmental. Les touristes peuvent suivre tout le procédé de fabrication du fromage au musée laitier d'Affoltern qui contraste toutes les dernières méthodes de haute technologie
avec les procédés des fromagers alpins traditionnels qui font encore chauffer le lait dans un chaudron en cuivre sur un feu de bois. Les fermes de la région sont bâties en suivant un plan distinct. En effet, le bâtiment principal servant d'habitation, l'étable et les écuries sont tous abrités sous un énorme toit commun. Cet ensemble est contigu au petit Stöckli où vivent le fermier retraité et son épouse et au petit speaker ou entrepôt où étaient conservées les provisions et objets de valeur de la famille pour les protéger des feux de cuisson. Le bois est le matériau de construction privilégié pour les habitations de l'Oberland bernois. Ici, le paysage est dominé par les hautes cimes alpines. Les massifs de la Jungfrau, du Monk et de l'Eiger forment un horizon de cimes enneigées, même pendant les mois d'été. Il est possible d'accéder sans effort à ces hauteurs vertigineuses en empruntant le chemin de fer de la Jungfrau jusqu'au Top of Europe. Ce voyage spectaculaire vous offrira des vues époustouflantes. Le train passe sous un tunnel au cœur du massif de l'Eiger pour ressortir à la gare la plus haute de toute l'Europe. L'observatoire du Sphinx vous permet d'admirer des vues panoramiques de toute la région, y compris l'impressionnant glacier Aletsch, de 23 km, le plus long d'Europe, qui fait par endroits environ 800 mètres d'épaisseur. Il est également possible de voir le glacier de l'intérieur en visitant le palais de glace et ses admirables sculptures. La neige ne fond jamais à cette altitude et les promenades en traîneau tirés par des chiens s'avèrent très populaires. Cet enneigement perpétuel vient grossir le lit de plusieurs rivières qui, au fil des siècles, ont découpé des gorges impressionnantes, comme celle du Gletscherschlucht près de Grindelwald. Ce site apprécié doit son nom de village des glaciers à la proximité de deux importantes plaques de glace qui ont maintenant diminué en raison des conditions climatiques plus chaudes du XXe siècle. Alors que Grindelwald est accessible en voiture, en train ou en car, seule la voie ferrée permet d'atteindre le village de Wengen, perché sur un plateau rocheux surplombant la vallée du Lauterbrunnen. Les hôtels et entreprises de cette charmante station utilisent des voitures électriques pour le transport rapide des visiteurs. En face, la vallée du Muren est également isolée de la civilisation motorisée. Ce village est une station de sport d'hiver populaire auprès des skieurs et des joueurs de curling, un sport lancé en Suisse par des touristes écossais. Un téléphérique en partance du village amène les visiteurs au sommet du mont Stilthorn, rendu célèbre comme le cadre du sinistre laboratoire de recherche du comte Blofeld dans le film de James Bond Au service de Sa Majesté. En réalité, il s'agit entre autres d'un restaurant tournant où les clients jouissent d'un panorama alpin remarquable de 360 degrés sans quitter leur table. L'imposante vallée est entourée de murailles verticales sur lesquelles se déversent plus de 70 rivières et ruisseaux. La cascade du Staubach s'abat de 300 mètres sur le versant de la vallée et fournit un tableau de fond spectaculaire au village de Lauterbrunnen. Les chutes du Trümmelbach sont particulièrement impressionnantes, coulant en partie dans des cavernes sculptées par l'eau. Il est possible d'y accéder en été en empruntant une série de galeries et sentiers permettant aux touristes d'admirer de près ce torrent qui jaillit à un débit de jusqu'à 20 000 litres par seconde. En quittant ces cavernes, l'eau se jette dans la Luschina, puis dans le lac de Brienz, séparé du lac de Thun voisin par une plaine alluviale. Au Moyen Âge, les moines recherchant un endroit serein pour leur couvent s'établir dans ce site idéal. La ville d'Interlaken, qui s'est développée aux alentours, jouit encore aujourd'hui d'une ambiance relaxante en dépit de son important agrandissement au cours du XIXe siècle avec l'arrivée de nombreux touristes avides de connaître les merveilles de l'Oberland bernois. De grands hôtels et un casino ont été construits pour fournir des logements convenables, bien qu'aucun aménagement ne soit permis dans le centre de la ville afin de ne pas obstruer les vues éblouissantes sur les montagnes. À partir d'Interlaken, il est possible de faire une promenade sur le lac de Brienz à bord d'un bateau à vapeur à aube d'origine, le Lötschberg, qui continue de fonctionner après environ un siècle d'exploitation. Le village pittoresque de Brienz, à l'extrémité nord du lac du même nom, est célèbre pour ses sculptures sur bois. Des artisans talentueux transforment d'épais troncs d'arbres en de magnifiques œuvres d'art très ouvragées,
fort apprécié des connaisseurs du monde entier. Des véhicules historiques d'un type différent se trouvent à l'autre bout du village où les locomotives à vapeur du chemin de fer Briens-Rotterdam emmènent les visiteurs ravis dans les montagnes environnantes. Cette ligne de chemin de fer populaire fait le plaisir des amateurs de trains à vapeur tout en offrant des paysages magnifiques. Cette machine du parc sont des locomotives d'époque, mais 3 locomotives modernes ont récemment été mises en exploitation pour répondre à la demande croissante des voyageurs désirant effectuer ce périple. En amont du lac de Briens, le village de Meiringen a été rendu célèbre dans l'un des romans de Sir Arthur Conan Doyle qui choisit le site des chutes de Reichenbach voisines pour faire périr son illustre détective, Sherlock Holmes, aux mains du monstrueux professeur Moriarty. Ces eaux tombent en cascade dans l'Aar qui traverse le lac de Briens et Interlaken avant de quitter l'Oberland bernois à Thun. Thun provient du nom celte Dunum, signifiant colline fortifiée, et ce site est habité depuis 4000 ans. Le sévère donjon en pierre qui domine maintenant l'affleurement est beaucoup moins ancien, ayant été construit en 1191 par les ducs de Zähringen, qui étaient de puissants seigneurs féodaux. Ces ducs fondirent également plusieurs grandes villes et cités suisses, y compris Fribourg, la capitale du canton du même nom. Cette région est restée catholique pendant la Réforme et la tour de la cathédrale de 714 mètres de haut domine la ligne des toits. Les Fribourgeois, réputés pour leur carrière militaire, ont servi une succession de rois français jusqu'à l'abolition de la monarchie. La tradition mercenaire se poursuit aujourd'hui, bien que les hommes s'engagent désormais dans la Légion étrangère ou la garde du pape. La ville est perchée sur les rives de la Sarine qui non seulement divise la ville, mais représente une frontière linguistique. En effet, on parle français sur la rive gauche et suisse-allemand sur la rive droite. C'est le seul canton où ces deux langues bénéficient d'un même statut. La Sarine est l'une des principales rivières suisses prenant sa source dans les Alpes près de la station de Gstaad. Cette petite ville pittoresque peut se prévaloir de compter plusieurs résidents célèbres, y compris des personnages royaux et des vedettes de cinéma. Le festival de la musique, fondé par Yehudi Menuhin, a lieu une fois par an dans plusieurs emplacements locaux. Un peu plus en aval, le lit de la rivière s'élargit pour former le lac de Gruyère. Un nom familier pour les amateurs de fromage qui, comme le lac, tire son origine de ce village fortifié situé sur un promontoire. Dans l'enceinte de ce village, les rues piétonnières ont peu changé depuis leur construction au Moyen-Âge. En grande partie restauré en 1480, le château est la forteresse la plus visitée du pays après le château de Chillon sur le lac Léman. Dans la cour, la petite chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste contient des vitraux du XVe siècle. Une vaste collection de vitraux de la même époque peut être admirée au château de Romont, situé sur le versant occidental du canton de Fribourg. Depuis 20 ans, il abrite le musée suisse du vitrail et présente de merveilleux exemples de cet art fascinant. Les vitraux étaient principalement créés pour les décorations sacrées, mais il existe dans cette collection de nombreux exemples séculaires colorés allant du XIVe au XXe siècle. Exposés dans tout le château de façon à produire un impact maximum, ils éblouissent de leur couleur. Le verre décoratif était populaire dans toute la région, qui était sous l'influence française avant de se rallier intégralement à la Suisse au début du XIXe siècle. Le paysage jurassien dont les montagnes séparent la France de la Suisse est composé de monts boisés onduleux divisés par des vallées verdoyantes où coule une rivière. Les chevaux y sont nombreux et le franche-montagne est l'une des espèces originaires de Suisse. Ces créatures robustes qui seraient d'origine normande peuvent faire jusqu'à 155 cm au garrot à l'âge adulte et servent à tirer les équipages ou à faire de l'équitation. Vaches et chevaux broutent librement dans les forêts du parc national du Jura. À Saint-Légier, l'important marché concours a lieu tous les ans au mois d'août et attire une foule de visiteurs. Pendant une partie de son cours, le Doubs forme une frontière naturelle entre la France et la Suisse. Cette vallée est habitée depuis plus de 1000 ans. Un ermite irlandais appelé Ursan s'étant installé sur les rives du Doubs au 7e siècle. Le site a ensuite été aménagé et est devenu la charmante ville de Saint-Ursanne. La plupart des habitations anciennes furent dévastées lors d'un incendie
et les monuments présents aujourd'hui remontent pour la plupart à la reconstruction au XVe siècle. Cependant, cet endroit a su conserver l'atmosphère paisible qui avait séduit Ursanne. Les villes et cités de la région jurassienne sont le berceau de l'industrie horlogère suisse et la Chaux-de-Fonds possède un musée d'horlogerie passionnant. Ce métier de précision a été introduit dans ce pays par des artisans français vers la fin du XVIIe siècle. En 1865, l'école d'horlogerie monta une magnifique collection qui fut transférée à ce nouvel emplacement 100 ans plus tard. Les spacieux halls d'exposition rassemblent plus de 3000 objets comprenant non seulement des exemples exquis de l'art suisse, mais également des spécimens d'autres régions du monde. Tous les célèbres horlogers suisses y sont représentés par des articles qui font la joie des connaisseurs les plus judicieux. Au sud de la Chaux-de-Fonds se trouvent 3 lacs reliés entre eux portant le nom de la ville principale de leurs rives, Neuchâtel, Bienne et Morat. Il est possible de voyager d'un lac à l'autre en empruntant l'un des bateaux qui voguent régulièrement sur ces merveilleuses eaux. Le lac de Neuchâtel est le plus important des 3 et le plus grand des lacs entièrement suisses. Attiré par l'abondance de poissons, l'homme habite ces rives depuis l'ère paléolithique. Même si le poisson est toujours une importante source d'alimentation, les Suisses viennent surtout au bord du lac pour se détendre. Neuchâtel possède une atmosphère très française et rien n'est plus tentant que de déguster un verre de l'excellent vin local à l'une des nombreuses terrasses de café. Ce sont les Romains qui importèrent les vignes et le canton de Neuchâtel est l'une des principales régions vinicoles de la Suisse qui produit d'excellents millésimes. Dans l'ancienne petite ville d'Estavayer-le-Lac, bâtie sur la rive sud du lac, les touristes ont l'impression de remonter dans le temps. Cette cité historique est dominée par le château de Chenaux, dernier édifice restant sur les 3 forteresses médiévales qui surplombaient jadis la ville. Construit entre les XIIIe et XVe siècles, il témoigne des époques turbulentes que la région connut au Moyen Âge. Le lac de Neuchâtel est relié au lac de Morat par un canal. La rive occidentale de cette étendue d'eau de 9 km de long est bordée de vignobles, tandis que la ville de Morat domine la rive orientale du haut de sa terrasse. Il est fait mention d'un village sur ce site dès 515 après Jésus-Christ, bien qu'il n'en reste aujourd'hui aucun vestige. La cité actuelle, entourée de remparts, possède une rue principale pittoresque bordée de boutiques ornées d'arcades, tandis que les petites rues latérales se prêtent parfaitement à une promenade tranquille. Les talus de terre originaux furent remplacés progressivement par des remparts en pierre au XIIe et XIIIe siècle. Les fortifications actuelles remontent en partie à l'époque de reconstruction nécessaire après le siège de Morat par Charles le Téméraire en 1476. Le 3e lac, Billersee ou lac de Bienne, a maintenant une superficie de 39 km². Jusqu'au XIXe siècle, le niveau des 3 lacs faisait 2 mètres de plus et les terres avoisinantes étaient très marécageuses et sujettes à inondation. En 1868, le niveau des eaux fut abaissé. Une partie de l'Aar dut être canalisée et détournée dans le lac de Bienne, y pénétrant au sud-est et en ressortant au nord vers Soleure. Cette élégante ville entretient depuis longtemps d'étroites relations avec la France, ayant abrité la résidence de l'ambassadeur français auprès de la Confédération suisse entre 1530 et 1792. Centre de recrutement des soldats mercenaires suisses avides de servir les rois français, Soleure est resté catholique pendant la Réforme, en partie à cause des menaces des réformateurs d'abolir cette tradition militaire lucrative. Lorsque l'évêque de Bâle fut évincé de sa ville épiscopale, il finit par s'installer à Soleure avec toute sa suite. Deuxième ville suisse de par sa population, Bâle est une métropole véritablement internationale en raison de ses frontières avec la France et l'Allemagne. D'origine celtique, elle passa ensuite sous la domination romaine. La région fut christianisée de bonne heure et une cathédrale fut érigée ici au IVe siècle.
Les évêques furent les souverains à la fois temporels et spirituels du peuple pendant de nombreux siècles. Une grande partie de la ville fut détruite par un tremblement de terre en 1356 et le vieux quartier pittoresque remonte à la reconstruction nécessaire après cette catastrophe. Bâle est le point de départ de croisières touristiques le long du Rhin, l'un des plus grands fleuves d'Europe. Il prend sa source dans le sud-est de la Suisse et traverse l'Allemagne et les Pays-Bas avant de se jeter dans la mer du Nord. Ses rives sont bordées de charmants villages comme Eglisau, fondé au début du XIIIe siècle. De nombreux bâtiments de la région sont construits en colombage, un style que l'on retrouve de l'autre côté de la frontière dans le sud de l'Allemagne. En aval, les impressionnantes chutes du Rhin bloquent la navigation fluviale. Le fleuve s'abat d'une hauteur de 21 mètres à un débit d'environ 700 mètres cubes par seconde. Au printemps et au début de l'été, lorsque la neige fondue vient grossir les torrents, le volume peut augmenter de presque 50%. Les nombreux touristes attirés par ces chutes peuvent les admirer de près en prenant un bateau qui les mène à un point de vue impressionnant. Schaffhausen doit son origine aux chutes du Rhin, car toutes les marchandises expédiées en aval devaient être déchargées ici pour être transportées par voie de terre avant de reprendre leur voyage fluvial. Cette ville est le chef-lieu du canton du même nom et est également le centre administratif de la région. Situé un peu plus loin le long du fleuve et facilement accessible en bateau à partir de Schaffhausen, Stein am Rhein est une charmante petite ville pleine de trésors architecturaux. Elle s'est développée autour du couvent bénédictin de Saint-Georges au Xe siècle, bien qu'il existe dans le voisinage quelques vestiges d'habitations antérieures et d'une citadelle romaine. Bon nombre de maisons peintes autour de la place de l'hôtel de ville remontent au XVIe et XVIIe siècle et représentent un exemple magnifique de l'architecture à colombage de l'époque. Il fait bon passer quelques heures à flâner dans les jolies rues de cette vieille ville. Au sud du Rhin se trouve Zurich, la plus grande agglomération suisse et l'une des capitales financières du monde. Cette ville active et pleine d'animation est très ouverte aux idées nouvelles. Ici, le christianisme est un legs des Romains et la cathédrale était le site des toutes premières assemblées religieuses de la Réforme en Europe. Au Moyen Âge, la ville était contrôlée par des guildes de marchands dont les membres aimaient à dépenser sans compter pour embellir leur cité. En 1847, Zurich est devenu le terminal d'un premier chemin de fer entièrement suisse et aujourd'hui, la gare offre de nombreux services locaux et internationaux. Comme Berne, Bâle et Genève, Zurich est doté d'un excellent système de tram qui sillonne la ville. Il est facile de fuir le rythme endiablé de cette grosse agglomération en allant goûter à la sérénité du lac voisin. Ses rives sont habitées depuis plus de 6000 ans, bien que la jolie petite villa de Rapperswil ne remonte pas aussi loin. Elle est dominée par son château, construit par le comte local à son retour des croisades à la fin du XIIe siècle. La ville fut détruite en 1350 pour s'être alliée aux Habsbourg contre la ville de Zurich. De nombreuses habitations du vieux quartier remontent à la reconstruction consécutive. La région située au nord du lac de Zurich est célèbre depuis longtemps pour ses magnifiques toiles et broderies, et Saint-Gall, la ville principale du nord-est, fabrique encore aujourd'hui de jolis tissus. Le musée des arts et métiers expose ici de nombreuses créations anciennes et modernes d'une rare beauté, ainsi que des exemples de dentelles et de broderies. Cette ville doit ses origines à un moine irlandais, Gallus, qui s'installa sur ce site au 7e siècle. Son petit couvent devint l'une des plus importantes abbayes d'Europe. L'imposante cathédrale fut complètement reconstruite au XVIIIe siècle et son intérieur est un triomphe du style baroque orné. L'ancienne bibliothèque abbatiale, qui abrite une merveilleuse salle de style rococo, contient des volumes rares datant de l'origine de la communauté.
La ville se glorifie de posséder 111 fenêtres orielles magnifiquement ouvragées qui ornent les habitations de l'ancien quartier. Permettant de se rendre compte de la fortune et du rang de ses propriétaires, elles étaient un signe extérieur de richesse favori des marchands bourgeois. Le canton de Saint-Gall entoure complètement le petit canton voisin d'Appenzell. Son nom, provenant du latin abatiscella, ou cellule de l'abbé, se réfère à ses origines d'avant-poste pour l'abbaye de Saint-Gall. Un parlement traditionnel à ciel ouvert a lieu tous les ans au mois d'avril dans la charmante ville d'Appenzell. Pour étonnant que cela paraisse, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1991. Le point culminant de la région, à un peu plus de 2500 mètres d'altitude, est le Sandtis, facilement accessible par téléphérique à partir de Schwalgalp. Le temps découvert, les vues de ce sommet s'étendent sur tout le sud-est de la Suisse et vous pouvez même apercevoir l'Autriche et le Liechtenstein. Le plus grand canton suisse, les Grisons, situé au sud-est du pays, est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Europe. Arosa, Davos et St. sont quelques exemples de ces élégantes stations de réputation internationale. Le terrain montagneux rend les voyages difficiles, mais la région est extrêmement bien desservie par sa compagnie de chemin de fer privée ainsi que son réseau d'omnibus. La capitale du canton est Coire, dont l'importance remonte à la colonisation romaine. Un évêché y fut établi dès le IVe siècle et les prélats gagnèrent rapidement le contrôle religieux et séculaire de la région en devenant prince-évêque de l'Empire romain chrétien. Outre un charmant quartier ancien, cette ville possède également un centre commercial moderne. Bien que très apprécié en été également, le village de Klosters est l'une des stations de sport d'hiver préférées de nombreux membres des familles royales amateurs de ski. Cette charmante vallée a conservé le caractère pastoral qui avait incité les moines à s'y installer au XIIIe siècle. Le nom du village signifie cloître. La ville voisine de Davos est aussi une station recherchée ainsi qu'un grand centre de conférences. Les touristes sportifs actuels ressemblent peu aux premiers visiteurs de Davos qui venaient ici pour faire une cure contre leurs problèmes respiratoires. En hiver, les pentes surplombant la ville, qui sont reliées à celles de Klosters, sont fréquentées par de nombreux skieurs et lugeurs jouissant du soleil et du grand air. En été, le lac de Davos attire les amateurs de sports nautiques. Au XIXe siècle, les patineurs y faisaient leurs arabesques lorsque sa surface était gelée. Aujourd'hui, un centre sportif spécialement conçu abrite la plus grande patinoire naturelle découverte d'Europe pour faire du patin en hiver, mais aussi en été, grâce à une surface de glace artificielle protégée des rayons du soleil par un toit ultramoderne. Pour retrouver une architecture plus traditionnelle, il suffit de longer la vallée de l'Albula où sont nichés des villages pittoresques comme Bergun avec des maisons remontantes au XVe et XVIe siècle. L'église paroissiale et la tour fortifiée sont encore plus anciennes, ayant survécu à l'incendie qui détruisit la plupart du village au XIVe siècle. Bergun faisait jadis office de relais pour les attelages à destination de la vallée de l'Engadine par le col de l'Albula, une voie publique reliant l'Autriche à l'Italie depuis toujours. L'importance stratégique de cette route est vérifiée par le grand nombre de châteaux l'abordant, le plus imposant étant celui de Tarasp. Construite sur un promontoire rocheux, cette forteresse jouit d'excellentes vues le long de la vallée, une position de guet inégalable pour repérer tout ennemi potentiel. Un peu plus loin, Skuol, depuis longtemps un centre de cure, accueille des visiteurs pacifiques. Inauguré dans les années 90, ces installations luxueuses et modernes comprennent des bains couverts et en plein air, ainsi que plusieurs piscines spéciales. Ce somptueux centre romain-irlandais offre aux touristes la chance de se détendre pendant quelques heures et de se laisser choyer. Le luxe est également à l'ordre du jour à la station très en vogue de Saint-Moritz, située sur les bords d'un des nombreux lacs qui rehaussent la beauté de la vallée de la Haute-Engadine. Bien que ce site fasse le bonheur des marcheurs et des sportifs en été, c'est en hiver que la clientèle de marque afflue pour descendre dans les hôtels exclusifs et les villas privées de la ville. Tous les ans en janvier,
Le lac gelé de Saint-Moritz, aménagé d'une piste, de tribunes et de tentes d'hospitalité, se prête à une course de chevaux renommée. L'enthousiasme habituel qui accompagne les événements hippiques est décuplé par le cadre merveilleux et le climat hivernal ensoleillé. On y joue également au polo, bien que les chevaux aient besoin de fers spéciaux pour ne pas glisser sur cette surface peu ordinaire. Un ballon en plastique rouge conçu pour bien ressortir sur le champ enneigé sert de repère pour les joueurs avides de marquer des buts. Une course hippique propre à Saint-Moritz est le ski jockey, une épreuve où les jockeys, dotés de ski, sont tirés à grande vitesse par leurs coursiers. Ce spectacle palpitant n'est pas recommandé aux âmes sensibles et les gagnants sont à juste titre acclamés comme des héros. La gare avoisinant le lac est le point de départ de l'un des voyages ferroviaires les plus populaires au monde. Le service du Glacier Express reliant Saint-Moritz à Zermatt transporte les voyageurs dans des paysages d'une splendeur inégalable. La voie ferrée traverse la magnifique gorge du Rhin où d'immenses falaises blanches surplombent le fleuve. Pour admirer ce canyon de plus près, les excursions en rafting organisées spécialement sont idéales. La descente en radeau sur eau vive crée des sensations fortes et permet d'apprécier un paysage resté naturel. Le train fait halte à Disentis, qui est dominé par une abbaye bénédictine fondée au 8e siècle. L'imposante église abbatiale date, elle, du 18e siècle. Après le col de l'Oberalp, le train entre dans le canton d'Uri, l'une des 3 régions fondatrices de la Confédération. Le Val d'Urseren se trouve au carrefour du principal axe alpin est-ouest et de la route nord-sud reliant la France et l'Allemagne à l'Italie. Autrefois, un service de relais de poste quotidien reliait Andermatt et Hospental en passant par le col du Gothard. Recréé en été, ce voyage permet d'admirer le cadre magnifique en toute tranquillité. La route bénéficiait de la protection spirituelle de Saint-Gothard, un évêque du XIe siècle originaire de Hildesheim en Allemagne. Au sommet se trouve l'hospice du Gothard, anciennement un abri monastique pour les voyageurs surpris par le mauvais temps. Cet hospice se situe dans le canton du Tessin qui est unique en ce sens qu'il est entièrement situé au sud des Alpes. Il fut annexé par la Suisse au Moyen-Âge en raison de son importance stratégique pour le contrôle de la section méridionale de la route du Gothard. En 1478, une bataille meurtrière eut lieu près de Giornico pour gagner le contrôle de la vallée de la Léventine. Les confédérés suisses envoyèrent une avalanche de rochers sur l'armée milanaise du haut des collines environnantes. Aujourd'hui, le village respire la tranquillité et les maisons et églises anciennes sont une attraction touristique plutôt qu'un champ de bataille. L'église romane de Saint-Nicolas, figurant dans les annales pour la première fois en 1210, contient des peintures murales magnifiquement préservées datant du XVe siècle. Bellinzona a connu sa part de guerre, comme en témoignent les 3 châteaux qui surplombent la ville. Le château d'Uri fut construit au XIIe et XIIIe siècle, époque turbulente de l'histoire, sur le site d'un fort romain. Il abrite aujourd'hui un très beau musée. Il est relié par une muraille au château de Schwyz, bâti en amont sur le versant de la vallée. Des remparts de ce dernier, la vue d'ensemble sur la ville et la région est merveilleuse. Le 3e château, avec son simple donjon carré, fut érigé en 6 mois seulement par les troupes milanaises à la suite de leur défaite à Giornico. Aujourd'hui, les Milanais viennent à Bellinzona, chef-lieu du Tessin depuis 1878, pour visiter ses trésors historiques et faire des emplettes. C'est le seul canton où l'italien est la langue principale, ce qui n'est pas surprenant vu qu'il fit partie de la Lombardie jusqu'au XIIIe siècle. On retrouve également les 3 châteaux de Bellinzona à plus petite échelle sur les rives du lac de Lugano. Ils font partie de la centaine de maquettes de monuments célèbres de tout le pays qui ont été reproduits dans le parc Swiss Miniature. Vous pouvez y évoquer vos visites passées ou planifier de nouvelles excursions. Serpentant à travers ces merveilleuses constructions, de magnifiques maquettes de trains représentent un grand nombre de compagnies de chemin de fer suisses privées
ainsi que les chemins de fer fédéraux. Le lac de Lugano est l'un des nombreux lacs de la région créés à la période glaciaire. Ne mesurant que 3,15 km à son point le plus large, il forme un long filet d'eau dont près de la moitié se situe sur le territoire italien. La ville de Lugano est à juste titre l'un des centres touristiques les plus populaires de Suisse en raison de son cadre et de son climat agréable. C'est avec plaisir que l'on flâne sous les arcades de ces rues élégantes ou que l'on achète des produits frais du coin sur le marché en plein air. De nombreux villages pittoresques sont égrenés le long des rives du lac, l'un des plus charmants étant Morcote. Au Moyen Âge, les habitants reçurent des droits de pêche sur tout le lac à condition d'approvisionner la ville de Milan en poissons frais pendant le carême. Situé à l'extrémité sud-est du lac, le village de Riva San Vitale possède un baptistère du 5e siècle. Le plus ancien bâtiment ecclésiastique de Suisse, cette simple structure en pierre abrite encore les fonts baptismaux d'origine. Pour une vue aérienne de la région, une excursion sur le petit train à crémaillère reliant Capolago au sommet du Monte Generoso est chaudement recommandée. Ce voyage fait la joie des touristes depuis plus d'un siècle, bien que les premiers trains à vapeur aient été remplacés par des automotrices électriques modernes. Le panorama du sommet s'étend non seulement sur une grande partie du Tessin, mais également sur la plaine lombarde avec les Alpes en arrière-plan. Au loin se trouve le lac Majeur qui, comme le lac de Lugano, est à cheval entre la Suisse et l'Italie. Cette magnifique étendue d'eau fut nommée Lacus Verbanus par les Romains, inspirée par l'abondance de verveine sur ses rives. Au nord du lac Majeur, la ville de Locarno est nichée au creux d'une baie qui était une villégiature romaine. Aujourd'hui, elle n'a pas perdu son attrait auprès des touristes qui viennent apprécier un climat méditerranéen sur les bords d'un lac. Plusieurs événements ont lieu pendant l'année, y compris un festival de films international. S'ils préfèrent, les touristes peuvent descendre dans le joli village d'Ascona. Des inventaires de marchés sont régulièrement dressés sur les bords du lac, comme le veut la tradition datant du Moyen-Âge, et les rues pavées sont bordées de boutiques et magasins. C'est le village le plus bas du canton et de toute la Suisse. À 196 mètres d'altitude, il est près de 2000 mètres en aval du sommet du col du Saint-Gothard. Le col du Saint-Gothard est l'un des principaux passages des Alpes centrales, pas moins spectaculaire que les routes traversant les crêtes montagneuses du Susten, du Grimsel et de la Furka. Cette dernière route offre d'excellentes vues sur le glacier du Rhône, l'une des sources de ce fleuve majestueux. Au cours des dernières années, la masse de glace bleutée a diminué sur le versant de la vallée, mais elle reste accessible à pied. La vallée supérieure du Rhône consiste en des terres agricoles fertiles où sont disséminés des chalets en bois et leurs granges. Le hameau d'Ernen, qui domine le fond de la vallée, est un exemple type de la merveilleuse architecture de la région, le bois foncé par le soleil étant le matériau de construction privilégié. De nombreuses habitations remontent au XVIe et XVIIe siècle. Le Tellenhaus possède des peintures murales du XVIe siècle retraçant la légende de Guillaume Tell, sans doute la plus ancienne représentation de ce héros local. Le chef-lieu de la région de la vallée supérieure du Rhône est Brigue, situé à la jonction de la vallée et de la chaussée du Simplon venant d'Italie. Les échanges commerciaux empruntant ce passage se multiplièrent au Moyen-Âge et demeurent si lucratifs à la fin du XVIe siècle que Caspar Georg von Stockhalper y construisit un palais luxueux. Cet édifice, résidence principale et entrepôt à la fois, se remarque par 3 tours coiffées de bulbes. Des services ferroviaires réguliers, y compris le Glacier Express, assurent la liaison entre Brigue et Visp avant de faire l'ascension des montagnes vers la célèbre station de Zermatt.
Les véhicules motorisés n'y sont pas admis et d'élégants attelages à chevaux ou petites voitures électriques permettent de circuler dans le village. L'horizon est dominé par la pyramide distincte du mont Cervin qui attire des alpinistes depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire l'ascension du Gornergrat voisin sans se fatiguer. En effet, un train se charge d'emmener les voyageurs au sommet. Les panoramas y sont véritablement inoubliables. Les cimes alpines formant ici la frontière avec l'Italie. Les eaux fondues du glacier de Gorner, deuxième glacier suisse de par sa taille, dévalent les versants de la vallée de Matterswisp pour aller grossir le Rhône. Alors que les montagnes sont très peu habitées, la vallée du Rhône inférieur a une population assez importante depuis des siècles, la ville ancienne de Sion servant de centre régional sur le plan religieux et séculaire. Le Rhône entre dans le plus grand lac européen, le lac Léman, dont les rives parfumées sont un lieu de villégiature privilégié. À la pointe est du lac se trouve un fascinant parc d'attractions ferroviaires avec des trains et une gare à échelle réduite adaptée aux plus petits voyageurs. Ce chemin de fer miniature du Bouvray transporte les heureux visiteurs sur plus de 1,5 km de voies ferrées à travers des tunnels et sur de magnifiques ponts. Un grand nombre de locomotives fonctionnant à pile et à vapeur servent de traction dans ce voyage d'un grand charme. De la musique d'orgue flotte par la porte ouverte de l'église. D'autres monuments de ce parc ont également été spécialement construits pour abriter une boutique de souvenirs et un snack-bar. Le lac Léman offre lui aussi des excursions et des services réguliers à bord de merveilleux bateaux à aubes. Connu en Suisse comme le lac Léman, il s'étend sur 72 km, dont une partie en France sous le nom de lac de Genève. Le célèbre château de Chillon se trouve sur un îlot rocheux à quelques mètres de la rive nord-est. Cette formidable forteresse, tour de guet à l'origine, fut agrandie par les comtes de Savoie au XIIe siècle. À l'intérieur, les quartiers résidentiels élégants et confortables faisaient de ce château une agréable retraite au bord du lac pour le comte et sa famille. Lors de sa visite en 1816, le poète anglais Lord Byron tailla son nom sur l'un des piliers du souterrain Bolivar et écrivit ensuite une ode intitulée « Le prisonnier de Chillon », basée sur l'histoire d'un ancien détenu. La rive nord du lac, surnommée Riviera Suisse, est bien peuplée. Les touristes peuvent se promener dans les stations chics comme Montreux, qui accueillent les vacanciers, ainsi que plusieurs festivals de réputation internationale. Les familles peuvent se tremper les pieds dans les eaux claires et fraîches du lac dans cette station quasi balnéaire. Les animaux apprécient eux aussi un bain rafraîchissant par temps chaud. Les ports, dont les quais permettaient jadis d'amarrer les bateaux de pêche, servent aujourd'hui de marina pour les bateaux de croisière modernes. Le village de Lutry, dont les origines remontent au Moyen-Âge, est typique des nombreuses agglomérations pittoresques nichées sur les rives du lac. Il fait bon déambuler dans les rues anciennes pour un aperçu de la vie de tous les jours et la chance de déguster d'excellents crus locaux. Les coteaux en amont du lac Léman et de la plus grande partie de la vallée du Rhône sont couverts de vignes. Il s'agit en effet de la région vinicole la plus prolifique du pays. Depuis 1972, le vaste château d'Aigle abrite un musée de viticulture retraçant l'histoire du vin depuis la colonisation romaine. Les premiers ceps de vignes furent plantés à Lausanne, une importante agglomération devenue chef-lieu du canton de Vaud au début du XIXe siècle. La ville est bâtie sur un versant de collines escarpées en surplomb du lac, la haute ville étant reliée au port par un service de métro rapide. Sa cathédrale gothique fut consacrée par le pape Grégoire X en 1275 sur le site d'une église du VIe siècle. L'intérieur en pierre sobre met en valeur les vitraux colorés qui datent dans certains cas du XIIIe siècle. Située un peu plus loin au-dessus du lac, la ville de Nyon possède 3 fascinants musées de thèmes totalement différents. Jules César,
fonda la ville de Colonia Julia Equestris sur ce site idyllique pour que puissent s'y retirer ces vétérans de guerre. Des objets de cette période sont exposés dans un bâtiment moderne construit sur le lieu d'une ancienne basilique. Des colonnes, qui faisaient jadis partie du large forum, se dressent aujourd'hui sur une terrasse avec vue sur le lac. Au XIIIe siècle, les comtes de Savoie construisirent au-dessus du lac un château qui possède maintenant une splendide collection de porcelaine. En effet, la fabrication de porcelaine fut une importante industrie locale entre 1781 et 1813, et de nombreux exemples de ce merveilleux art ont été retournés à leur lieu d'origine. Le musée du lac Léman, situé au bord de l'eau, expose des maquettes des différents types de bateaux utilisés sur le lac à travers les âges, des voiliers aux bateaux à vapeur plus modernes. La ville de Genève se trouve à l'extrémité sud-ouest du lac Léman, à la frontière entre la Suisse et la France. Le Rhône sort du lac et traverse la ville à destination de la mer Méditerranée. Le port est dominé par l'impressionnant jet d'eau, la plus grande fontaine d'Europe, dont l'eau jaillit jusqu'à 150 mètres de hauteur. Troisième ville suisse par la grandeur, Genève est une véritable métropole cosmopolite dont un tiers des habitants est étranger. La Croix-Rouge y demeure depuis sa fondation en 1864, de même que le siège européen des Nations Unies, signe du respect qu'ont les peuples du monde entier pour ce petit pays neutre. Que vous choisissiez de vous promener le long des lacs tranquilles ou de faire l'ascension des cimes alpines, une visite en Suisse est toujours une expérience formidable, dont les magnifiques souvenirs resteront avec vous pendant de nombreuses années.